Donc on va commencer. Merci à tout le monde. Je dirais un mot peut-être. Non. On a décidé de ne pas faire des conférences, mais qu'on va en faire quand même, comme hier soir, on va faire des conférences. Mon papier est très large parce que je suis un peu aveugle, c'est pas parce que ça va être long. Donc avec Jean-Luc. Oui, en plus. Oui. Donc on a décidé finalement de faire une sorte de dialogue, mais je parlerai plus aujourd'hui et Jean-Luc plus demain. D'abord, je veux dire un mot pour remercier les gens de Cinéar qui ont eu cette idée absolument géniale d'organiser cette rencontre, cette constellation de rencontres extraordinaires dans laquelle nous sommes, et jusque-là tout va bien. Vous connaissez l'histoire du type qui tombe, pour le moment tout va bien. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais merci à Régine Palucci, à tous ses amis, d'avoir organisé cette merveilleuse rencontre avec Jean-Marie et Daniel, qui n'est plus là, mais avec elle malgré tout, et avec Barbara. Voilà. Donc je parlerai de trois choses très rapidement. Je parlerai du thème de la rencontre, deuxièmement du thème de la terre, et troisièmement, ce sera plus bizarre, du thème de l'exclamation et de l'adoration. Donc c'est des choses un peu curieuses et bizarres. Je parlerai de la rencontre finalement entre philosophie et cinéma. Mais du côté de la philosophie. C'est-à-dire que je pense que le thème de la rencontre doit être un peu... il faut rendre au thème de la rencontre son tranchant. Ce que je ne prétendrai pas faire dans mon propos, mais ce que font les Straub, c'est de rendre au thème de la rencontre un tranchant véritable. La rencontre est un thème un peu personnaliste, on en parlait ce matin. En fait, ce n'est pas des personnes qu'on rencontre. Les personnes n'ont aucun intérêt, comme disait Gilles Deleuze. Et donc je parlerai, donc mes trois propos en 20 minutes seront rencontre, terre, exclamation, adoration, et aussi ce thème de la rencontre. Et de la résistance, évidemment, parce que aussi ceux qui résistent, c'est pas nous qui résistons. C'est, comme Jean-Marie n'arrête pas de le répéter depuis le début, c'est les choses qui nous résistent, c'est les œuvres que nous rencontrons. C'est eux qui résistent, c'est pas nous. Nous, on ne résiste pas du tout. Voilà. Et d'autre part, je voudrais commencer par donner tort à Jean-Marie, mais il me comprendra très bien, je ne sais pas s'il est là, il comprendra très bien pourquoi je lui donne tort. C'est que ce qu'il dit est très intéressant. Un des thèmes de Jean-Marie Straub est tout le temps de dire ce que je dis n'a aucun intérêt, il faut le jeter. C'est les films qui résistent, justement. Et ce que je raconte, il faut le jeter. Or, depuis le début, grâce à cette rencontre, Straub... grâce à Cinéar, grâce à ce que nous faisons depuis 2 semaines, et j'espère que Dieu nous prêtera vie encore 15 jours, on s'aperçoit au contraire que parfois les Straub disent des choses extrêmement intéressantes. Et que je comprends très bien que Jean-Marie dise que ce qu'il dit n'a aucun intérêt. En fait, il dit des choses extrêmement intéressantes. Et il faut les choper au passage. Et donc, comme cette rencontre est dédiée à Daniel Huillet, je voudrais commencer par citer Daniel Huillet dans La sixième bagatelle. De La sixième bagatelle, pendant que Jean-Marie a les pieds sur une table, comme ça, je ne sais pas si c'est en Italie ou ailleurs, Daniel Huillet dit il nous fabrique je ne suis pas précis, moi, je ne suis pas un homme précis, je parle de manière imprécise. Une fois, j'ai parlé des Straub à Rome et j'ai dit elle est effrayante, la vie. Daniel m'a dit non, c'est pas ça, c'est effrayant, la vie. Je me suis trompé. Et elle faisait une très grande différence entre c'est effrayant, la vie, et elle est effrayante, la vie. Je réfléchis à ça depuis 10 ans, je n'ai pas très bien compris la différence, mais il y en a une, évidemment. Donc, Daniel Huillet dit ceci il nous fabrique un monde sinistre. Nous voulons simplement dire que quelque chose d'autre a été, est, serait possible. Voilà. C'est très précieux ça, comme ça passe comme ça dans La sixième bagatelle de Pedro Costa. C'est très précieux, ça donne le sens de cette œuvre, cette constellation extraordinaire de films que nous pouvons voir grâce aux gens de Cinéar. Et voilà. Alors donc je parlerai, donc il me reste 10 minutes, du côté de la philosophie. Le thème de la rencontre est un thème, il faut rendre à la rencontre son tranchant. C'est pas moi qui vais le faire maintenant. Le thème de la rencontre est personnaliste. Encore une fois, c'est on rencontre des personnes, peu importe, on s'en fout des personnes. Comme dit Deleuze, c'est un peu scandaleux, il dit les choses sont intéressantes. Ce que nous rencontrons, bien sûr, c'est les Straub. Je pense que leur cas à eux est intéressant, comme dit Lafosse. Le cas des Straub est tout à fait intéressant.
Sans eux, on serait un peu démunis. Mais tout film de Straub est une rencontre avec quelque chose, et des multiplités de choses, des temps de toutes sortes. Et je vais parler un peu de Deleuze maintenant. Deleuze disait, Félix et moi, on est déjà plusieurs. Félix, Gilles, Félix, oui, on pourrait dire Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoulabarte, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc Straub, Huillet, bon. Donc sur le thème de la rencontre, je ne vais pas m'étendre et je voudrais en arriver à la question de la Terre, voilà. Et ça tombe bien parce qu'hier soir, nous avons vu la magnifique Obsession, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, d'ailleurs je vais demander à Jean-Marie tout à l'heure. Si j'ai bien compris, Jean-Marie l'avait annoncé, mais c'est le moment où je sortais comme étant un film Grund und Bode. Effectivement, voilà. La rencontre, voilà. La rencontre entre Gilles Deleuze, qui est très grande. Donc, lorsque je parle de la manière dont les philosophes ont rencontré les Straub. Donc, je ne m'occupe pas du tout de la philosophie des Straub, ni de ce qu'ils pensent. Parfois, ils lisent de la philosophie plus ou moins bonne, ils lisent Michel Henry, des choses plus ou moins intéressantes. J'aime beaucoup Michel Henry aussi, mais il s'est passé une grande rencontre qui est très connue, donc parmi vous ceux qui la connaissent, pardonnez-moi. Et après, donc pour finir dans 5 minutes, je parlerai de la rencontre possible entre Jean-Luc Nancy et Jean-Marie Straub. Toute rencontre est fortuite, mais elle doit être préparée. C'est pour ça que je félicite encore une fois les gens de Cinéar d'avoir préparé cette rencontre. J'ai trouvé une phrase que j'aime bien, mais que elle n'est pas très bonne. C'est beau comme la rencontre fortuite de Jean-Marie Straub et de Jean-Luc Nancy sous un chapeau chinois. Toute rencontre est fortuite, mais elle doit être préparée. Cage préparait ses rencontres. Il faut préparer des rencontres. Si on ne les prépare pas, elles n'ont pas lieu. La caméra prépare la rencontre. Donc. Alors voilà, la rencontre Gilles Deleuze est donc vue du côté de la philosophie. Je me place voilà, pour déjà dépersonnaliser la question de la rencontre. D'abord, la rencontre a lieu entre des multiplicités. Ce n'est pas des personnes qui se rencontrent, c'est des parties. Nous vivons dans un monde très curieux où c'est des parties qui se rencontrent, qui s'agencent éventuellement. Et d'autre part, elles sont asymétriques. C'est-à-dire que peut-être que... Bon, j'ai vu que Jean-Marie parlait souvent de Gilles Deleuze, mais il est possible qu'il n'ait pas lu Gilles Deleuze. Et ça va. Mais alors, je vais vous dire où se situe la rencontre entre Gilles Deleuze et la philosophie, c'est au niveau de la Terre. La Terre, voilà, la Terre. La Terre n'est pas du tout un concept philosophique. C'est Nietzsche qui a fait entrer ce terme dans la philosophie. La Terre est un concept mythologique, curieux, bizarre. Vous connaissez Hésiode, je ne vais pas raconter ça. Et Nietzsche a fait rentrer la Terre dans la philosophie en disant, comme dit Jean-Luc Nancy, en exergue de être singulier pluriel, en citant Zarathustra, la Terre n'a pas encore été découverte. Donc ça, c'est une chose très, très, très curieuse, c'est de penser que la Terre n'a pas été découverte. Nous avons du mal à toucher Terre, dirais-je. À partir de Nietzsche, d'autres ont commencé à tenter de toucher Terre. Parce qu'avant, ils n'en parlaient pas. Sinon, chez les chrétiens, pour la distinguer du ciel. N'ayez pas peur, je ne commence pas une conférence, je cède la parole à Jean-Luc Nancy tout de suite. Et après, je parle de l'adoration et de l'exclamation. Après, bien entendu, Heidegger a parlé de la Terre, en montrant justement qu'elle était en lien avec le ciel, les mortels, nous autres, et puis les dieux. Et évidemment, alors on pourrait faire fonctionner ce schéma, le cadran, le quadripartie, le Geviert, on pourrait le faire fonctionner, ces rencontres avec eux, il n'y a rien qui fonctionne mieux que pour expliquer à l'étudiant ce que c'est que le Geviert que de montrer ces rencontres avec eux. Mais la terre des Straub, alors voilà justement, la terre des Straub n'est pas la terre heideggerienne qui est extrêmement mystérieuse et qui n'est, je ne prétends pas dire ce que c'est pas une assise non plus, et Jean-Luc Nancy pour en parler mieux que moi. La terre des Straub est plus volcanique. La terre des Straub est plus benjaminienne. La terre des Straub est habitée par un peuple, par des morts. Donc tout ce thème est très intéressant chez Deleuze, qu'il a vu chez Straub. La rencontre de Deleuze du cinéma des Straub, c'est de voir de quelle manière il a découvert la terre comme étant habitée par un peuple qui
Alors bon, c'est facile de dire comme Benjamin, le peuple des vaincus, mais bon, prenons l'exemple qui nous concerne tous, ce fameux plan de Lothringen où il y a le texte de Barès où ils disent ah, c'est une pitié de voir, bon je vais pas imiter ça, tous ces Lorrains qui sont partis à Nancy, bon voilà. Alors donc je vais arriver à ma troisième partie. L'exclamation. Alors, Deleuze dit que l'acte de résistance chez les Straub, c'est l'acte de parole. La violence straubienne qui est immense n'est que pure parole. Quand il dit là où, en citant je ne sais plus qui, Brecht ou je ne sais pas qui, là où règne la violence est salutaire, la réponse straubienne n'est que pure parole. Et l'idée straubienne est qu'il faut restituer au verbe, finalement, c'est en ça qu'il est extrêmement chrétien, mais en un sens déconstruit, comme celui de Jean-Luc Nancy, et moi encore pire. Là, il faut restituer à la parole sa violence contre ce que j'ai cité de Daniel Villiers au début de mon maigre propos, contre l'infamie et contre la saloperie. Et donc, exclamation straubienne. La violence straubienne est exclamative. Jean-Luc Nancy a un concept de l'excrit, un concept qu'il n'a pas appris, Jean-Luc, mais peut-être qu'il va apprendre. Quand on crée un concept, parfois il prend pas. Ton concept d'excrit n'a pas pris, mais on va le faire prendre ce soir. Tiens. Donc les Straub, pourquoi ils s'exclament les Straub? Alors d'abord, revenons à Deleuze 2 secondes et après je te passe la parole. Deleuze a créé l'idée de résistance qui est devenue à la mode. Il faut rendre aussi au thème de la résistance son tranchant. On ne parle plus que de résistance maintenant, mais c'est un truc que Deleuze a trouvé dans un film des Straub qu'on verra qui s'appelle Chronique d'Anna Magdalena Bach. À un moment donné, le Bach est furieux parce qu'il y a un élève qui s'est mal conduit, je ne sais pas quoi, et il lui dit Hinaus. Et Deleuze fait un sort à ça, et c'est devenu extrêmement célèbre, parce que, d'une part, il en parle dans ses livres sur le cinéma, il en parle dans la conférence à la Fémis, qu'est-ce qu'un acte de création, qu'est-ce qu'un acte de résistance. Et donc, hinaus, déjà c'est une exclamation, mais ce n'est pas une exclamation dont je voudrais parler maintenant, en me rapprochant de Jean-Luc Nancy. Parce que là, il s'agit en fait d'un prof qui fout à la porte un de ses élèves. Il est très curieux que l'idée de résistance en France ait trouvé son origine bien avant le grand résistant Hessel, dont on pourrait parler, dans l'acte d'un musicien, Bach, qui fout à la porte un élève. Comment est-ce que Deleuze a pu penser que foutre à la porte un élève était un acte de résistance? Moi qui suis un vieux prof, je peux vous dire qu'il avait bien raison, effectivement. Il peut arriver que foutre un élève à la porte soit un acte de résistance que j'ai jamais fait dans ma vie. Mais bon, voilà. Alors maintenant, je voudrais en arriver à la fin et céder la parole à Jean-Luc Nancy. Non, pas la céder, la donner. Ça sera beaucoup mieux que moi. En parlant de l'exclamation straubienne, il est très frappant que de nombreux films de Straub soient des exclamations et qu'elles soient des titres de ces films et qu'ils soient tous liés à des lieux. Je me dis que ce qui résiste chez les Straub, c'est le lieu. On vit dans un monde où il n'y a plus de lieu. Nous vivons dans un monde, au mauvais sens du terme, parce qu'il y en a un bon, de la dislocation absolue. La ville nous a disloqués, comme dit Jean-Luc Nancy, la ville est un lieu où il n'y a plus de lieu. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de lieu. Le cadeau des Straub, c'est de nous, comme disait Jean-Marie hier soir, de nous montrer ses gestes. On pataugeait un peu hier soir, on était épuisés, et Jean-Marie a eu cette idée, il nous a confié cette vérité, que ce qui l'intéressait finalement c'était le lieu, le théâtre de ses gestes. Et dans un monde où il n'y a plus de lieu, il ne faut pas se dire, bon c'est fini les lieux, c'est plus à la mode, on s'en fiche, allons aux écrans, tout ça. C'est que le cadeau des Straub, c'est de nous montrer encore des lieux, tout simplement. Et donc, Sicilia, Lothringen, O Summa Loce, et bon, on pourra en trouver d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire que s'exclamer? Alors, je vais maintenant donner la parole à Jean-Luc Nancy. Ben, je vais vous dire, mais ça, vous ne le comprendrez pas parce que vous n'avez pas lu le livre de Jean-Luc Nancy que je voudrais que vous lisiez. C'est adorer. Voilà. Le secret de Straub, c'est pas qu'il est chrétien ou qu'il est marxiste ou qu'il est écologique. C'est que c'est un homme qui est dans une posture d'adoration absolue. Et donc, chaque personne est plus ou moins mesurée par rapport à cette exclamation, par rapport à cette posture, par rapport au monde. Jean-Luc Nancy est extrêmement mesuré. Moi, je ne suis pas très mesuré. Je suis un peu plus trop bien de ce côté-là. Je parle vite et fort et mal.
Alors, qu'est-ce que l'adoration? Ça consiste, comme dirait Cézanne, à regarder une pomme et à la laisser tranquille. C'est-à-dire à ne plus avoir d'intention. Dans sa jeunesse, Jean-Marie citait, non, il ne le citait pas, il le disait à son propre compte, il disait que quand il arrivait à vider un plan de toute intention, il parvenait à quelque chose qui le satisfaisait. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un rapport entre Jean-Marie Straub et Jean-Luc Nancy, rencontre fortuite sous le chapeau chinois. C'est cette posture, cette allure de l'adoration, et donc forcément avec pudeur et secret, on parvient à un moment donné ou à un autre à dire de quoi il s'agit. Et cela ne va pas non plus dans une colère contre cette époque, et la philosophie ne va pas sans colère. Deleuze le dit dans Qu'est-ce que la philosophie? La philosophie ne va pas sans colère. Et dans la communauté des œuvrés, Jean-Luc Nancy dit exactement la même chose, sauf que lui est calme. Moi, je le suis plus ou moins. Jean-Marie l'est plus ou moins. Daniel l'était moins. Nous ne supportons plus cette époque. Les films des Straub nous font un peu respirer dans cette espèce de suffocation absolue. Voilà. J'ai un micro là. Alors, calmement. Mais tu es sûr que tu n'as pas été un peu trop vite avec toi? Mais je peux reprendre des choses. Ah bon, non, oui. Non, parce que... Bon, d'abord, la rencontre que tu dis entre Jean-Marie Straub et moi, je crois que même si c'est très anecdotique, ça vaut la peine de dire qu'elle avait déjà eu lieu une fois, et il vaut la peine de dire peut-être sous quels auspices. C'était une fois, il y a pas mal d'années, au Mans, dans un colloque sur le corps, où moi, je ne me rappelle même pas s'il y avait une projection de film, mais en tout cas, je me rappelle, c'est que j'avais parlé d'Aristote, et vous savez, d'Aristote qui dit que l'âme, psyché, est la forme d'un corps organisé. Et ça avait beaucoup plu à Jean-Marie Straub. Et ça m'avait beaucoup plu que ça lui plaise beaucoup. Et voilà, je dirais ça, c'est une rencontre. En plus, c'est une rencontre qui est intéressante parce que peut-être il y en a plusieurs parmi vous, quand ils entendent cette phrase d'Aristote, ils sont aussi surpris, ils se disent « Ah bon, ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Oui, alors que c'est pour Aristote une définition, je dirais, très simple qu'il énonce. C'est pas une exclamation. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Psyché, ça veut dire ce qui donne sa forme à un corps organisé. Et en effet, ça a une grande portée par rapport à ce que nous avons pris l'habitude de recueillir comme une petite âme spirituelle. Parce que nous avons fini par confondre l'âme et l'esprit. Petite âme spirituelle qui voletterait ailleurs, au-dessus de la terre, loin de la terre. Alors voilà, donc voilà comment cette première rencontre, on voit comment elle embraye, au moins par ça, sur quelque chose de ce que tu disais. Alors, prenons ça, la terre. Alors je prends la terre, c'est parce que je dois dire que c'est très bien que tu parles de ça, parce que demain, on va voir la mort d'Empédocle, et vous verrez, mais je crois que la mort d'Empédocle est à beaucoup d'égards aussi un film sur la terre. Parce que vous verrez comment. Oui, c'est une exclamation aussi hölderlinienne. La terre, mon berceau, que c'est comme Marceau. Ah oui. Bon, alors voilà, ça c'est déjà un enjambement vers la mort d'Empédocle. Mais je ne veux pas tout tirer vers la mort d'Empédocle. Prenons le temps d'y arriver. Mais la terre, je voudrais seulement ajouter à ce que tu dis, parce que la terre straubienne, comme terre volcanique, comme terre peuplée de morts, alors volcanique, évidemment, ça s'applique particulièrement, vous comprenez bien, à la mort d'Empédocle, mais bon, on y reviendra sûrement demain. Mais je voudrais seulement ajouter ceci, que tu es parti de Nietzsche. Tu as dit, Nietzsche fait dire à Zarathustra, nous n'avons pas encore découvert la terre. Je crois que quelque chose aussi a bougé entre Nietzsche et nous. Enfin, tu le sais très bien. C'est-à-dire que pour Nietzsche, ça veut dire nous avons trop gardé les yeux fixés sur ce qu'il appelait les arrière-mondes, les Hinterwelt. Bon.
Et maintenant, il faut regarder la Terre. Seulement. Et nous, je dirais, nous qui sommes dans l'accomplissement pourtant interminable, comme Nietzsche le fait aussi dire à Zarathustra, de la mort de Dieu, mais quand même, il s'est passé pas mal de choses entre Nietzsche et nous, et nous pouvons dire que notre regard est vraiment détourné des arrière-mondes. Il est tellement détourné que quand nous regardons au-delà du monde visible, quand nous regardons avec nos télescopes et nos navettes, etc., et nous et notre astrophysique, nous savons qu'il n'y a pas d'arrière-monde. Nous savons que c'est toujours et toujours et toujours le monde. Nous, on aimerait bien trouver un arrière-monde. Ben non, justement, non, il ne faut pas bien aimer. Alors peut-être il faut se méfier. Alors, premièrement, je dirais, il faut savoir que la Terre, elle est partout maintenant. C'est-à-dire la Terre est au ciel aussi. Et même au ciel, c'est particulièrement pierreux, rocheux, terreux. Enfin, jusqu'à présent, il n'y a pas, malgré toutes nos attentes et tout, il n'y a pas beaucoup de signes de vie, encore moins de présence, en un sens fort. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'espoir de rencontre, au sens que tu disais. Hein. Bon, même s'il n'y a pas de personne, ou plutôt, je pense que ce que nous rencontrons, en rencontrant partout la Terre, c'est que nous rencontrons nous-mêmes de plus en plus. Et alors, en effet, comme tu l'as un peu martelé, nous ne nous rencontrons pas comme personne. Nous nous rencontrons comme une myriade d'atomes. Mais qu'est-ce qui se passe? La question est que tu m'as fait penser tout à l'heure que, au fond, tu l'as presque dit, au fond, une vraie rencontre, c'est une œuvre. Une vraie rencontre, ça fait une œuvre. C'est-à-dire, à la fois qu'une vraie, par exemple, tu prends Deleuze et Guattari, ils font une œuvre. On dit les Straub, c'est une rencontre. Mais le pluriel, les Straub, ça dit l'œuvre. Mais justement, peut-être dans la rencontre dont je parle, dans la rencontre que nous faisons de nous-mêmes en partant comme ça, à travers non seulement l'univers maintenant, mais les univers, le plurivers ou le multivers, comme disent les physiciens contemporains, au fond, ce qui nous inquiète, c'est que nous ne faisons pas œuvre. Pas œuvre, en tout cas, à la manière que nous connaissons jusqu'à présent, qui est une œuvre qu'on peut présenter, montrer, dont on peut, voilà, en quelque sorte, dessiner la forme. Mais j'ai pensé à ça aussi, que la rencontre, c'est une œuvre, parce que tu sais que Celan, dans le Méridien, dit « le poème, c'est une rencontre ». Et justement, cette rencontre de Celan, ce n'est pas une rencontre de personne. C'est une rencontre du langage et du réel, si on veut, peut-être. C'est aussi une rencontre du langage avec lui-même. Enfin bon. Ce matin, je ne sais pas pourquoi la conversation est venue sur le destin, qui est un thème philosophique qui m'a toujours assommé. Je crois qu'Hélène a fait son mémoire sur Nietzsche et le destin. Mais dans les propos des Straub, je disais, ce que disent les Straub est intéressant. Il y a quand même l'idée constante qui est dans leur œuvre aussi, pas seulement dans ce qu'ils disent, du hasard. Alors je me suis dit, tiens, je vais travailler un peu là-dessus. Donc j'ai relu un peu Alexandre d'Aphrodise, Traité du destin. En fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tout c'est le hasard. Jean-Marie a dit la première fois qu'on a parlé ici, vendredi soir, il y a une semaine, sans hasard et sans miracle, il n'y aurait rien. À l'université, ça c'est plus personnel, délicat de le citer, il parlait de sa rencontre avec Daniel Huillet, il a dit par hasard, il a dit par hasard 10 fois. Et c'est-à-dire que finalement, je me demande si l'œuvre des Straub n'est pas... Alors justement, je mettrais ça en rapport avec, dans l'adoration, ta théorie du fortuit, pour ne pas dire de la fortuité ou de la fortuitude, parce que tu utilises ces mots. Et je voudrais faire une petite parenthèse pour faire rigoler un peu le peuple 2 minutes. Le peuple, pardon,
mes collègues, mes amis, ma Non, famille. mais le peuple, c'est pas grand Oui, mot, oui, qu'est-ce que oui. tu fais, toi Le peuple à venir. Un jour, j'écoutais Jean-Marie Straub à la télévision, à la radio. Un journaliste un peu bête lui dit c'est quoi ces proférations? Et Jean-Marie dit excusez-moi, ce mot n'est pas dans le lettré. Ça m'a complètement incroyable. Alors, je vais vérifier immédiatement, et ce mot n'est pas dans le lettré. Donc là, je parle du mot fortuité, fortuitude. Et je pense que Jean-Marie, qui connaît le lettré par cœur, va nous engueuler en sortant. Donc toi, tu emploies dans l'adoration le mot fortuité et fortitude. Et donc je pense que là, il y a aussi une rencontre entre toi et Straub, c'est que toute l'adoration est l'idée que si nous adorons les choses, c'est parce qu'elles sont complètement fortuites. Et je pense que la pensée des Straub, pas la philosophie, puisqu'ils n'ont pas de philosophie, c'est des artistes, c'est pas des philosophes, toute leur pensée, c'est que tout est hasardeux. Genre, Daniel dans le métro, le coup de dé, Mallarmé, les constellations, les rencontres, c'est une pensée de la fortuité, de la fortitude. Oui, mais alors, dérivons pas trop. D'abord, il ne s'agit pas d'introduire des choses qui se trouvent dans mes livres. Mais enfin, bon. Si, bah si, parce que je vous rencontré sous. Oui, d'accord. D'accord, mais fortuit, tu as raison. D'abord, fortuité, je ne sais pas si le mot existe, à vrai dire. Je crois pas. Je crois que on a le droit de créer des... Oui, on a le droit, donc on fait. Mais fortuit, ça existe. Et moi, j'ai eu envie de prendre le mot de fortuit parce que le mot de hasard porte une redoutable ambivalence. Alors, je vais m'expliquer dessus. Et après, je dirai ce que fortuit permet. Hasard porte l'ambivalence entre, j'y peux rien, Aristote est de nouveau à la rencontre, parce qu'on peut distinguer deux formes de hasard. Aristote les appelle automaton et tuké. Et automaton, son nom dit bien. Enfin, c'est la caméra. Et tuké, c'est le lézard et le papillon. Non, si tu dis qu'automaton, c'est la caméra comme machine, oui. Alors tu dois dire que tuké, c'est l'œil du metteur en scène, du metteur en scène ou du cadreur. Enfin, bon. C'est-à-dire, automaton, c'est que ce qui se produit par voie de conséquences automatiques. Mais que sur le moment, en fait, on ne sait pas rapporter à tout l'enchaînement des causes qu'il y a devant. Alors, on peut comprendre le hasard comme ça, hein, comme une nécessité non connue, non décryptée. Tuké, c'est vraiment la rencontre, c'est dans la tuké, dans le mot grec pour Aristote, il y a une idée de chance. Hein, au sens où dans le mot français chance, nous avons... comme fortune d'ailleurs, enfin nous disons bonne fortune, mais par exemple l'italien fortuna a plus gardé la valeur positive, nous aussi d'ailleurs, mais en lui donnant le sens de la richesse. Bon, alors la fortuité, justement, d'abord, elle est de la même famille que la fortune. C'est aussi pour ça que je suis tombé dessus. Peut-être la forêt. Alors la forêt, je ne suis pas sûr, mais le fertile en tout cas. Fertile, fortuit, fortune, c'est la même racine, ça c'est certain. Bon. Or, nous, quand nous disons fortuit, nous avons à la fois l'idée de quelque chose de très fugitif, évanescent, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas isoler, et que donc on aurait du mal aussi à ramener à la mesure d'un événement qu'on pourrait ou non calculer selon l'ordre justement de l'automaton. Hein, il y a une fugitivité du fortuit qui le rend beaucoup plus exempt de la possibilité d'être rapporté à une série de causes. Parce qu'évidemment, si on prend le hasard par le biais de la série des causes, il y a un philosophe français qui a fait toutes sortes de choses là-dessus, qui s'appelait Cournot, eh bien, on pourra toujours remonter la série des causes. Pourquoi est-ce que tu es là, assis de telle manière, à tel moment? Pourquoi est-ce que ton micro m'a mis dans telle position? On peut, idéalement, en refaire la série des causes. Là, alors, le fortuit est plutôt ce qui vraiment donne l'impression de venir d'ailleurs. Alors, je crois que dans le hasard comme rencontre
oui, fortuite. Et c'est à ça qu'on pense quand on pense positivement au hasard. Il y a peut-être toujours justement l'idée que quelque chose est venu d'ailleurs. C'est pas par hasard seulement qu'on rencontre quelqu'un, mais si cette rencontre est une rencontre et n'est pas une rencontre des personnes, c'est que chacun a rencontré un ailleurs. Quelque chose qui est ailleurs que lui, ailleurs que sa position ici, et ailleurs aussi que ce que l'autre représente par sa personne, sa personnalité, etc. Et c'est là que je vois aussi une rencontre entre le cinéma des Straub et toi, c'est l'idée justement de l'ici maintenant, de la fortuité est aussi liée au fait que cela arrive là, ici maintenant, dans une sorte de... Tu dis la fortuité, j'ai le passage dans mon sac, mais je ne vais pas le chercher. Non, laisse. Ah oui, la fortuité n'a rien à voir avec la contingence. La contingence, ça s'oppose à la nécessité. Tous les philosophes en font leur... Tu dis la fortuité est plutôt liée aux circonstances, n'est pas essentielle, c'est pas du Sartre au sens où nous sommes des contingents. La fortuité est liée à un mouvement et à des circonstances. Et je crois que c'est cela qui est très important dans cette pensée de peut-être ce que j'appelle la résistance du lieu. C'est que tout lieu finalement est fragile et oui, et ici maintenant. Maintenant, je dirais le premier lieu et le premier lieu de la fortuité, c'est le lieu de naissance. Parce que naître ici et maintenant, c'est toujours quelque chose qui est irréductible à tout l'enchaînement des causes qui, justement, se présentent de manière particulièrement visible. Si on parle d'une naissance, il est né de tels parents, et ses parents, ils se sont rencontrés pour telle raison. Évidemment, chaque naissance peut être rapportée à toute une arborescence sociale, culturelle, historique, physique, biologique aussi, parce qu'il faut bien que ça marche. Il y a des rencontres très amoureuses et qui ne marchent pas, du point de vue de la génération. Donc, je pense que c'est très intéressant de penser que le lieu, c'est peut-être toujours d'abord le lieu de naissance, non pas que le lieu réel de naissance, que le lieu géographique, politique, historique, et quelque importance que ce soit. Oui. Encore que, bien entendu, chaque fois, ça inscrit dans une histoire, dans un moment. C'est pas du tout indifférent. Si on prend America, alors parce que j'ai un peu mauvaise conscience, j'ai pas fait le commentaire du film, mais c'est un exilé, donc le naissance, on l'a pas vu, on ne sait pas si en gros c'est la bonne ou je sais pas quoi. Et donc il y a un plan de caméra comme ça, on passe de voir la Statue de la Liberté qui chez Kafka, c'est à peu près monitoire chez Kafka, à un glaive à la main. Là, Jean-Marie n'a pas eu les moyens de mettre un glaive à la Statue de la Liberté. Et donc après on rencontre dans America des rencontres et des rencontres et des rencontres mauvaises. C'est aussi ce qu'on peut dire que les rencontres, c'est qu'elles sont quasiment toujours mauvaises. Et puis moi, ce qui me frappe, là je voulais faire juste ce commentaire du film America, c'est comme si tout le film valait pour le salut. D'ailleurs, une exclamation, c'est un salut aussi. Quand il voit l'affiche du théâtre de l'Oklahoma où tout le monde a sa place, avec la musique de Bach, ce qui chez Straub veut dire que tout va bien, et qu'il y a cette ligne de fuite. Voilà. Alors je voulais dire, voilà. Rencontre entre philosophie et cinéma, c'est la résonance qu'il y a entre le concept de ligne de fuite chez Gilles Deleuze et Félix Guattari et le dernier plan d'América. C'est-à-dire qu'après toute cette série de rencontres épouvantables, les Français, Robinson, Lamarche et je ne sais plus qui, et puis la Madame Barbara, non, lapsus atroce. Non, comment elle s'appelle la femme d'América. Là, je m'en vais, je meurs. Là, j'ai fait un lapsus absolument atroce. C'est pas... Ouais, Brunelda, merci Jean-Marie. Pas Barbara, Brunelda, ça n'a absolument rien à voir. Pardon Barbara. Et donc, oui, il longe le fleuve et il y a ce plan magnifique, le long. Et il y a un art de longer. Alors oui, adorer, c'est peut-être longer, je me suis dit ça. Il y a chez les Straub, finalement, ce qu'on trouve aussi chez Godard, parfois la manière dont il mange la caméra. Quoique on voit ça aussi chez Griffiths hier, la manière dont la caméra parfois... et c'est peut-être un rapport à ce que tu appelles le toucher.
Longer, toucher, c'est passer le long d'un fleuve. Je sais pas, là j'avoue. Voilà, je ne dis plus rien. Longer les fleuves, ben, l'île dans l'itinéraire de Brica, la manière de longer, c'est-à-dire toucher sans. Et c'est en rapport, à mon avis, avec l'exclamation. Parce qu'on pourrait faire aussi un peu de la théorie linguistique, s'exclamer, qu'est-ce que c'est? Alors oui, j'avais parlé un peu de l'acte de parole, j'avais un peu déjà dit 2-3 mots là-dessus, mais c'est habiter en fait. S'exclamer, c'est habiter. Est-ce qu'on peut habiter sans rien faire d'autre qu'habiter? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'exclame. On dit ah, Strasbourg, Metz, pour reprendre notre conversation de midi, ah, ici, ah, maintenant. Là, aide-moi Jean-Luc, je suis perdu. Non, mais je ne savais pas que tu devais normalement aussi commenter Amérique rapport de classe. Alors sinon, il aurait fallu prendre les choses autrement. Parce que, mais oui, non, le longer et le rapport de longer avec le toucher, oui. Mais alors, je te ferai remarquer que, je voulais le faire déjà tout à l'heure, c'est que dans la contingence, il y a aussi du toucher. Contingent, c'est ce qui se touche. Hein. C'est ce qui se tombe ensemble, mais c'est bon. Alors, il ne faut pas tout à fait non plus l'éliminer ou la péjorer, mais je crois que ça fait partie justement du fortuit, de la rencontre. On touche. Ça se touche. Et la grande affaire avec le toucher, c'est que le toucher est la distance minimale entre ceux qui se touchent. Que les deux soient des personnes ou que ce soit une personne, enfin un vivant doué de sensibilité, parce qu'il faut. Et encore, parce que je serais même prêt à dire que tout se touche dans le monde et que peut-être que un des sens au moins importants de la Terre, c'est ça. C'est que tout se touche. Oui. C'est-à-dire que l'air lui-même. L'air, c'est. Alors, toucher terre, mais toucher terre, ça, c'est. Il y a une phrase de Heidegger que j'aime beaucoup dans Qu'est-ce qu'on appelle penser. Il dit c'est une chose étrange et même sinistre, et je crois qu'il y a le mot Ungeheuer là-dedans, que de devoir sauter pour être là où nous sommes déjà. Hein, tu vois, dans l'idée que pour rejoindre la Terre, finalement, c'est très compliqué. Pourtant, on y est déjà. Ouais. Oui, mais en même temps, on y est déjà, mais on en est peut-être toujours déjà éloigné, soit par justement une sorte d'envolée, dans lequel nous, oui, ou par les images télévisuelles et tout, les conneries. Ou par ce que dit Nietzsche, parce que quand tu dis que Nietzsche est celui qui dit il nous faut découvrir la Terre, mais en même temps, c'est aussi celui qui dit nous sommes perdus au milieu d'un océan immense. À nouveau ouvert. Bon. Et la mer, à ce moment-là, redevient peut-être ce qu'elle était pour les Grecs. Je veux dire, pas la mer juste au pied de la Sicile, mais la mer au-delà de Gibraltar. C'est-à-dire ce qui va vers le domaine c'est une des exclamations, parce que je parlais de l'exclamation, c'est une des exclamations les plus citées chez les profs de grammaire, c'est Thalassa. Thalassa, point d'exclamation. C'est dans la Xénophon, là, quand il remonte, il cherche il voit la mer et il dit Thalassa. Oui, mais alors Thalassa, ça serait un peu comme Urso Maloce, Sicilia, Lothringen. L'exclamation oui, mais attends, ça va dans les deux sens, parce que souvent, les marins, on voit les marins de toute la littérature, et aussi de l'histoire, ils disent terre. Oui, c'est ça, oui. Terre. Oui, bien sûr. Là, récemment, j'ai découvert le livre de mémoire de Sándor Márai, le grand écrivain hongrois. C'est les mémoires qu'il écrit sur la fin de la guerre à Budapest. Et en français, ça s'appelle mémoire, je crois, de Hongrie. Mais en hongrois, ça s'appelle, je ne sais pas le prononcer, mais ça s'appelle terre. Et dans tout le livre, il n'emploie pas cette expression. Qui est peut-être à la fois une expression, là, dans ce titre, de reconnaissance, mais aussi de déploration, parce que c'est sa terre, c'est la Hongrie, c'est Budapest qui a été bousillée et rebousillée 2 fois, enfin,
2 fois, 3 fois, même si on va vers toute l'histoire de la guerre. Alors, oui, on peut crier mer, on peut crier terre, Oui. mais on s'exclame, oui, on s'exclame, en tout cas, quand on arrive devant ce que on attendait, qu'on espérait. Ce qui n'est pas forcément contradictoire avec l'idée que ce soit une surprise totale. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Ah, donc là, je vais faire le ça savant. c'est un peu le c'était lui, Ouais. c'était moi. Je vais faire le savant, là. Je vais faire l'universitaire terrible. Hölderlin a traduit un fragment d'Ajax de Sophocle, et où il est question de eau salamine. Eau salamine. Et Ajax, c'est pas lui qui parle, c'est les marins qui parlent, et il dit eau salamine. Et la phrase, c'est toi qui habites la mer. Et donc l'homme qui a écrit ça, c'est celui qui a fait le texte sur le quadripartite, le cadran, enfin tous ces trucs-là chez Heidegger. Marty, il s'appelle, je crois, Philippe Marty. Et donc il a trouvé l'idée qu'on trouve dans le texte de Sophocle que les îles habitent la mer. Et que donc les marins qui sont loin de Salamine s'exclament « Oh Salamine !» Par après toute cette exclamation, c'est l'exclamation lyrique, c'est « Oh !» Et donc, il a fait cette découverte, cet homme-là, que je trouve extraordinaire, que j'en ai parlé à Barbara hier, j'espère qu'elle est là, qu'elle ne m'en veut pas de l'avoir confondu avec Brunelda, c'est que l'île habite. Donc, Hölderlin aurait lu ça, puisqu'il l'a traduit. L'idée, alors, le verbe grec, alors je ne vais pas là... Je m'aventure dans ce que je ne sais pas. C'est pas oikein, c'est naein, naio, N-A-I-O, naein, et que Hölderlin aurait trouvé ce verbe et que ça aurait nourri sa poésie jusqu'au fait de penser l'habitation qui n'est pas du tout forcément seulement la nôtre, mais celle de l'île, par exemple, ce qui fait que les marins s'exclament « Ô Salamine !» et ce qui aboutit à ce vers extraordinaire que je ne vais pas citer en allemand parce que là j'aurais trop honte et que je ne suis pas capable. La vie habitante des hommes. La vie habitante des hommes. C'est-à-dire qu'habiter n'est pas justement être là, mais bon, je ne sais pas. Mais ça, c'est de Hölderlin. Oui, c'est dans un poème très très célèbre. Au loin, au loin va la vie habitante des hommes. Oui. Et, en fait, voilà, on pourrait dire quand même un mot parce que les gens en ont marre, mais c'est que les Straub, c'est un cinéma de l'habitation en un sens qui n'est pas strictement heideggerien parce que les gens ont trop tendance à ramener forcément toujours, et à juste titre, mais pour nous qui le connaissons, Heidegger, ça n'a rien de méchant ni de mauvais, mais à une autre tonalité qu'heideggerienne. Les films des Straub sont des films sur l'habitation du monde. Voilà. Et alors, si je dis ça, ça fait un peu cucuré, mais c'est vrai, en un sens, pas cucuré, oui, c'est ça. Mais oui, mais alors je dirais que là, il faut être peut-être plus prudent. Et il faut distinguer entre habitation et habitation. Et entre Heidegger et Heidegger, au moins. Parce que je crois qu'on pourrait dire ceci, c'est que chez Heidegger, l'habitation est toujours très fortement liée à la maison, quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'une maison ? Qu'est-ce qu'une maison? Mais c'est pas si rassurant que ça. Oui, mais bon, enfin, on va laisser Heidegger de côté, d'accord, mais je ne peux pas ne pas dire que c'est vrai qu'il y a une insistance de la maison, et puis Heidegger, il a fait sa propre petite mythologie avec sa hutte, qui est une petite maison, et dans la rencontre avec Celan, que Celan écrit, dans le poème qu'il écrit après cette rencontre, il écrit qu'il a été dans la hutte et qu'il a écrit telle phrase dans le livre d'or des invités. Heidegger, après, a voulu lui répondre par un autre poème, ce qui déjà en soi est comme une sorte de mauvais goût. Mais dans son poème, Heidegger revient beaucoup plus sur la hutte. Il dit la hutte, c'est là que, enfant, on a joué, adulte, etc. Donc tu vois, bon, alors il faut se méfier de la maison. Maintenant, je suis d'accord, on peut de nouveau découper la maison en deux, mais bon, laissons la maison, la domus. Oui. Même si tout ça me rappelle qu'un autre qui est pas loin, pourtant-nous, Lyotard avait écrit un grand texte. Oui, Domus et la mégapole. Recommandons-le. Dans l'Inhumain, ça se trouve. Ouais. Mais bon, le texte de Lyotard, lui, donne à Domus un accent très positif, très local aussi, et très terrien, hein, très bon. Mais moi, je dirais habiter, quand même, ce qui est intéressant pour nous en français, parce que
Par exemple, c'est pas du tout possible en allemand, ou Wohnen et Wohnung. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas la différence qu'il peut y avoir pour nous entre. Bien sûr, il y a le mot habitation, mais habitation n'est pas maison. Habitation est déjà un peu. Très vite, c'est à loyer modéré, hein, habitation. Ouais. Alors, le habiter, c'est de l'ordre de l'habitus. C'est du comportement. Donc, c'est aussi de l'éthos, au sens grec. D'ailleurs, on pourrait dire, vous savez, il y a deux mots grecs, ethos, dont l'un est plutôt le séjour, la tanière, l'autre, ce qu'on appelle l'habitus, je crois que c'est Bourdieu qui utilisait ce terme, pour désigner un comportement, un behavior, pardon. Eh bien, alors, si on est d'accord pour dire que habiter, c'est se comporter, c'est se tenir, tu vois, c'est une manière de. Parce qu'en plus, je pense encore une fois à la mort d'Ampédocle qu'on va voir demain, mais avec elle, il y a Antigone, il y a, je sais pas, les dialogues avec Leco, et puis beaucoup de parties même d'autres films, ou dans les films de Straub, j'ai l'impression, très souvent, on se tient debout. Et on est dans des maisons, quelquefois, oui, mais on pourrait examiner quelles sont et comment sont utilisées les demeures. Oui. Bon. Donc, si habiter, c'est d'abord une certaine façon de se tenir, d'être dans le lieu. C'est même pas d'occuper le lieu, je dirais, c'est d'avoir lieu soi-même dans le lieu. Hein. Alors, bon, après ça, je suis d'accord pour dire. En travaillant un peu sur les Straub, je suis tombé sur un critique qui disait une chose qui m'a complètement échappé, c'est qu'il n'y a aucun film de Straub où il n'y a pas une sorte d'agression contre l'architecture, et il a bien raison, parce que comme dit Bataille, l'architecture est une grande Sauf saloperie. Le temple de Ségeste. Oui, voilà. Résistance du lieu, temple de Ségeste. Oui. Bon, le temple de Ségeste, c'est reste à savoir si c'est de l'architecture pour eux. Ou si c'est pas pour les Straub. Ouais. Ou si c'est pas en tout cas, c'est grec. Ouais. Quelque chose qui se tient dans la nature qui appartient plus à la nature. Ça c'est une idée qui du coup aurait aussi une parenté avec Heidegger. Complètement, ça fonctionne complètement. Le temple de la. Oui. Alors le naos serait peut-être pas sans rapport avec ce verbe grec là, naio. Mais si tu veux, je voudrais juste ajouter un mot à propos de la terre, la terre, du lieu, bon, et que j'ai moi-même dit que le lieu natal, le lieu de naissance, était déterminant, mais en tant que fortuit, hein, comme j'ai dit. Et alors, il me vient de dire que peut-être avec le mot terre, nous avons deux adjectifs possibles en français. Il y a terrien et il y a terreux. Et c'est complètement différent. Terrien, c'est qui est de la terre, d'abord, qui n'est pas marin. Pardon. Terrien, il n'est pas marin. Mais terrien, c'est aussi ce qui appartient à telle ou telle localité, au sens large du mot. Bon. De ce côté-là, comme vous savez, il y a toujours quelque chose d'extrêmement compliqué et ambigu, c'est que le terrien peut se muer en base, en demeure, en maison. En ctonie. Peut-être pas, non, pas forcément en ctonie, parce que la ctonie, je la verrais plutôt du côté du terreux, justement. Ah, oui. Alors, bon, et je ne dis pas qu'on n'a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu de se référer au lieu en tant que terrien, c'est-à-dire situé sur la terre, quelque part, et qu'il y a tout un rapport avec la mer, qui passe aussi par les îles, qui est très important. Je ne dis pas, là, tout simplement, qu'il ne faut pas de Heimat, parce que c'est la question de Heimat qui est posée par le... Bon. Il y a dans le livre de... Comment il s'appelle ce déporté... Hélène, aide-moi, celui qui a écrit Crime et Par-delà crime et châtiment. Oui, comment il s'appelle déjà? Oui, Jean Hamry.
Il y a un chapitre du livre de Jean Hamry qui dit, dont le titre est « Jusqu'où a-t-on besoin de Heimat ?» Je ne sais pas comment c'est en français. Bon. Et ça veut dire que dans les camps, il a appris ce que c'était que de pouvoir être contraint à effacer complètement toute possibilité d'envisager un Heim, un chez-soi. Donc, je ne peux pas effacer ça. Mais le Heimat, il est toujours aussi susceptible de se retourner. Bon. Tandis que le terreux, je ne sais pas, il a peut-être à faire avec les paysages. Bien sûr. Enfin, en tout cas, dans l'Empédocle, dans Antigone si aussi. Je ramène ça à Deleuze, si tu veux, c'est l'idée que la terre n'a rien à voir avec le territoire. Dans la pensée de voilà, Deleuze, si tu veux. La terre, c'est la grande déterritorialisée. D'accord. Tu as vu comme je l'ai bien dit. Et la grande, toucher terre, c'est pas du tout justement en un sens, mais comme tu viens de le dire, qui est juste, ça n'exclut pas non plus un amour de la Heimat et de la Lorraine. Non, mais il faut, non, bien sûr, non. Contre la Lorraine. Donc c'est un peu complexe et nuancé tout ça. Contre la Lorraine. Non, et l'Alsace et la Lorraine. Ici, non, mais en même temps, je dirais, en Lorraine, comme en Alsace, mais comme en Aquitaine et comme au Sahara, il y a la terre, la terre terreuse. Et ça, c'est... Tu rejoins l'élément alors là. Oui, l'élément épais, lourd, en même temps friable, élément très très compliqué, pénétrable et impénétrable, celui d'où ça pousse, et quand ça pousse, quand on fait pousser, peut-être là le terreux devient terrien aussi, justement. Parce qu'alors, il y aurait un livre à écrire sur la Terre, c'est un sujet complètement à la mode, tout le monde parle de la planète, tout ça. Personne n'a encore écrit un grand livre de philosophie sur la Terre. Vu que tu vas le faire peut-être. Ou toi. Ouais, moi, tu sais, les jeunes. Oui. Non, mais en tout cas, je crois que là, il y a on a fait des offrandes de terre dans certains cultes, dans certains sacrifices. Il y a aussi, on en a vu dans, au cinéma. Il y a aussi des artistes qui ont pu faire des installations ou des performances à l'aide de terre. En fait, je pense à ça parce que j'ai vu tout récemment une vidéo d'une artiste roumaine, je ne sais pas arriver, Gheta Berastuk, je crois, qui, la performance consiste à faire un gâteau avec de la terre. Et alors ça s'appelle, oui, c'est un jeu de mots, ça s'appelle Earthquake. Pas Earthquake en même temps, donc il y a une allusion au tremblement de terre. Elle fait un gâteau avec de la terre malaxée, mouillée beaucoup. Elle fait très joliment le gâteau, bien rond. Elle le découpe en 4 parts et elle mange 2 des parts. Et voilà, de voir manger cette terre noire, très humide, mais néanmoins de la terre, c'est une manière c'est une sorte de défi en même temps, bien sûr, mais de défi destiné, je pense, à rendre sensible ça que justement la terre, faut peut-être, faut pas seulement la découvrir, peut-être il faut l'avaler même. Il faut la toucher, l'avaler, oui, c'est vrai. Oui. On laisse la parole à la salle, non? Peut-être à Jean-Marie. C'est toi qui... Non, je ne sais pas dire. Ah, c'est vrai que c'est ma conférence. Bon, on va peut-être fumer une cigarette. Jean-Marie, tu veux dire quelque chose? Oui. Jean-Marie. Merci. Bon, d'accord.